J'avais même pas 10 ans, je regardais le Tour de France, je voyais l'Alpe d'Huez. C'est ce qu'on appelle partir de loin. Christophe Riblon a passé plus de 150 km dans l'échappée. Et au pied de l'Alpe d'Huez, c'est une marée humaine qu'il découvre. Plus d'1 million de spectateurs se sont massés le long des 21 lacets du col mythique. Et ils auront la chance de voir passer les coureurs 2 fois. Car au sommet, il faut de nouveau redescendre pour un deuxième tour. Et ce n'est pas sans danger. Le Français rate un virage, mais il repart de plus belle. Tout se joue en fait dans l'ultime montée de l'Alpe d'Huez où les spectateurs attendent Christophe Riblon avec impatience. On les voit bien passer ici. Hein. C'est impeccable, c'est parfait. Deuxième tour. C'est royal. Allez, allez, allez. Ah, il peut. J'aimerais bien que le Français puisse terminer premier, là, ce serait bien. Ça va être chaud, mais ça va être bien. Difficile, car Riblon est distancé par l'Américain TJ Van Garderen dans les premiers virages. Mais le Picard ne baisse pas les bras et à 2 km du sommet, poussé par son directeur sportif, il passe devant. Jour de gloire pour Riblon, instant de fringale pour Christopher Froome. Pour s'être ravitaillé pendant l'ascension, le maillot jaune est pénalisé de 20 secondes, mais garde plus de 5 minutes d'avance sur son dauphin, Alberto Contador. J'ai demandé un peu de sucre de voiture. J'ai senti un peu, comment ça s'appelle? Hypoglycémie. Ouais, un peu. Enfin des effusions de joie dans le camp français. Première victoire bleu-blanc-rouge sur ce Tour de France, sans doute après l'étape la plus difficile du parcours. Et le champion du jour, comme promis, il est avec nous. Bonsoir Christophe Riblon. Merci de nous accorder quelques minutes au terme de cette très belle journée. Un grand coup de chapeau pour cette victoire sur le fil. On vous a vu très ému, on vous a vu un peu les larmes aux yeux également sur le podium. Comment l'avez-vous vécu cette victoire et à quel moment vous vous êtes dit « ça y est, c'est dans la poche » ? Je dirais que le moment où je me suis dit que c'est dans la poche, c'est au moment où j'ai réussi à le rattraper et, comme on dit dans le vélo, à le déposer. Donc voilà, le dernier kilomètre a été magique. Contrairement à quand j'avais gagné il y a 3 ans, j'ai eu l'impression que j'ai pu en profiter. Et honnêtement, il n'a pas été assez long, quoi. Donc voilà, mais c'est clair qu'il y avait énormément d'émotions. C'est le tour du centenaire, je voulais absolument le faire. Je voulais y participer pour tous les lieux mythiques où on passait cette année. Oui. Et là, l'Alpe d'Huez, c'est vraiment incroyable. Oui, et pas une fois l'Alpe d'Huez, 2 fois l'Alpe d'Huez. On vous a même vu sortir de piste. Vous parliez de l'émotion, j'imagine que ça restera le souvenir de votre vie, la victoire de votre vie. Ouais, bah oui. Pour l'instant, c'est clair que j'ai pas fait mieux. 2 fois l'Alpe, il y avait un monde, mais un monde fou, incroyable. D'ailleurs, dans la deuxième montée, ils m'ont soutenu. Et je pense qu'ils y croyaient plus que moi. Moi, à 5 km, je pensais faire 2. Je pensais honnêtement que Van Garderen, il n'allait pas craquer. Et le public sur le bord de la route qui m'encourageait, qui me donnait des écarts, qui me disait que je roulais plus vite que lui et qu'il allait craquer. Et ils y ont cru beaucoup, comme mon directeur sportif. Et moi, je dirais qu'à 3 km de l'arrivée seulement, j'ai commencé à entrevoir cette belle victoire. Bravo en tout cas, bravo à vous Christophe Riblon et merci d'avoir été avec nous. Autre titre de l'actualité ce soir, l'ancien otage Philippe Verdon a bien été assassiné. C'est ce que révèlent les résultats de l'autopsie. C'est le parquet qui l'a annoncé en milieu de journée. Sophie Rodier avec Bernard Bonarme. Les conclusions de l'autopsie du corps de Philippe Verdon sont formelles. L'otage français est mort d'une balle dans la tête. En mars dernier, Al-Qaïda au Maghreb islamique avait annoncé son exécution. Sa dépouille a été retrouvée il y a quelques jours dans le nord du Mali, près de Tessalit. Sur les derniers enregistrements vidéo que sa famille avait pu visionner, Philippe Verdon était apparu très affaibli. S'ils ont vraiment exécuté quelqu'un qui était faible, au lieu de le laisser et de dire voilà, on le laisse en donnant sa position, s'ils l'ont vraiment assassiné, alors c'est encore plus horrible que tout. Les obsèques de Philippe Verdon auront lieu dans quelques jours dans son village de Dordogne. 7 otages français sont encore retenus dans cette région du Sahel. 2 au Mali, 1 au Nigeria, 4 capturés à Arlit au Niger.
Cet assassinat peut-il modifier la politique d'intransigeance affichée par la France en matière de prise d'otages? Pas de négociation, pas de rançon. Seul le président de la République peut répondre à cette question. Dans l'actualité également, cette information de dernière minute, la mort d'un homme de 47 ans foudroyé sur une plage de Bormes-les-Mimosas dans le Var. Sa femme a été blessée, on vient de l'apprendre. L'accident se serait produit aux alentours de 17h. Précision qui nous parvient à l'instant, celle du lieutenant Philippe Granvaux. On l'écoute. Après nos renseignements, c'est un couple qui se promenait sur la plage et qui prenait des photos du bord de mer avec l'esthétique de l'orage en fond de plan en fait. À ce moment-là, il y a eu une forte déflagration et la foudre qui leur est tombée dessus. Donc l'homme a été foudroyé sur place et sa compagne, ce sont 2 habitants de la Seine-sur-Mer, sa compagne a été choquée et puis des bourdonnements d'oreilles liés à la forte déflagration qu'il y a eu. À notre arrivée sur les lieux, il était en arrêt cardio-respiratoire. Donc sur place, on a envoyé une ambulance tout de suite. Ils ont procédé à environ 3/4 d'heure de méthode de réanimation. Ils n'ont pas réussi à réanimer l'homme. Autre information qui nous est parvenue il y a peu à Brive, cette fois, la garde à vue du Norvégien arrêté en Corrèze a été levée. Christian Vikernes, soupçonné par la DCRI de préparer un acte terroriste, est donc libre désormais. Bonsoir Nicolas Bertrand, vous êtes sur place en direct. Est-ce que vous m'entendez Nicolas? Oui, apparemment. Comment expliquer cette libération? Bonsoir Julien. Eh bien donc moins de 24 heures après son épouse, Christian Vikernes a donc lui aussi été remis en liberté. Sa garde à vue aura duré un peu plus de 60 heures sans que ce soir aucune charge n'ait été retenue contre lui par le juge antiterroriste. Vous savez, il avait été interpellé mardi matin ici en Corrèze à son domicile en compagnie de son épouse. Il était soupçonné de préparer des attaques terroristes. Son épouse avait en effet acheté 4 fusils, mais en toute légalité. En revanche, Christian Vikernes, ce ressortissant norvégien, va bel et bien être poursuivi par un tribunal correctionnel pour incitation à la haine raciale. Il avait en effet écrit et posté sur Internet des propos racistes et xénophobes. Merci Nicolas pour ces précisions de dernière minute. L'actualité économique du jour avec d'abord un chiffre, le nouveau taux du livret A. Il passera à 1,25% à partir du 1er août contre 1,75% aujourd'hui, annonce ce matin du ministre de l'économie Pierre Moscovici qui a donc suivi les recommandations de la Banque de France. L'autre information économique du jour, c'est le coup de rabot surprise sur les aides à l'apprentissage. L'indemnité versée aux entreprises sera supprimée. Le patronat dénonce une contradiction avec la priorité donnée à l'emploi des jeunes. Explication avec Valérie Lerouge et Dominique Masse. L'apprentissage, alterner l'école et l'entreprise pour apprendre un métier, un moyen efficace pour lutter contre le chômage des jeunes. C'est en tout cas ce que martèle François Hollande depuis 4 mois. Il faut ouvrir l'apprentissage, le proposer à tous les publics. Il faut changer l'image de l'apprentissage. Première direction, la formation professionnelle de l'apprentissage. Mais hier, le gouvernement a annoncé la suppression d'une prime versée aux entreprises d'environ 1 000 € par apprenti pour économiser 550 millions d'euros. De quoi doucher l'enthousiasme de ce fabricant de glace du Pas-de-Calais. Il compte actuellement 65 salariés, dont 4 apprentis, des jeunes qui demandent du temps et de l'investissement. La fin de l'aide pourrait le faire changer d'avis. Aujourd'hui, à choisir entre un jeune diplômé ou un apprenti pour lequel il y a une formation à réaliser sans aide en face, on recrutera un jeune diplômé, ça c'est certain. Pour les élèves, c'était déjà difficile de trouver un maître d'apprentissage. Guillaume Corbeau l'a expérimenté. Il vient d'obtenir son CAP de glacier après 9 mois passés ici et s'inquiète pour ceux qui voudraient le limiter. Quand le jeune commence, il fait des erreurs, donc il y a quand même certaines pertes au niveau de l'entreprise. S'ils sont plus aidés, je pense que les patrons hésiteront beaucoup plus à prendre un apprenti. Le patronat ne comprend pas le revirement du gouvernement. Il y a aujourd'hui 435 000 apprentis dans les entreprises, un mode de formation menacé. Nous, le risque, c'est tout simplement que les gens vont être découragés et on risque de perdre 40-50% des effectifs dans nos centres de formation d'apprentis, de nos chambres de métiers. Le gouvernement a fait en partie marche arrière cet après-midi. Les entreprises de moins de 10 salariés continueront à toucher la prime. Et puis toujours à propos de fiscalité, on connaît désormais le niveau d'abattement exceptionnel pour les ventes de résidences secondaires. Bercy annonce qu'il sera de 25% et la période s'étendra de septembre à août 2014.
Et toujours concernant l'économie et l'emploi cette fois, on dit souvent que la clé c'est la reconversion, savoir adapter notre industrie au marché. Eh bien voici justement l'histoire d'une renaissance, celle des chantiers navals de la Ciotat. Julien Dupéré avec Benjamin Genome. Palace flottant pour vacances de milliardaires. Mais avant l'été, ces géants se refont une beauté. C'est la spécialité du chantier naval de la Ciotat. Réparer, rénover les plus beaux yachts du monde. Celui-ci achève 10 mois de travaux. Tout y est passé. Les peintures, le pont supérieur avec jacuzzi, les moteurs rutilants, du sur-mesure à chaque mètre carré. Et là, on a tout remplacé, voilà, par des murs capitonnés. Donc c'est contreplaqué marine coupé sur mesure, tout ajusté. On pense que c'est des rectangles, mais il n'y a pas un panneau qui est similaire à un autre, quoi. Cristal, bois précieux dans chaque pièce, 6 chambres et un salon immense, du luxe jusque dans la cuisine. Même dans les plus grands restaurants, il n'en a pas installé avec des équipements aussi performants. Donc on est vraiment sur du très haut niveau. Ces aménagements ont coûté plusieurs millions d'euros. C'est la clé du succès de l'entreprise. Les milliardaires chouchoutent leurs yachts sans compter. Des bateaux de luxe comme celui-ci, l'entreprise en rénove une centaine chaque année et aujourd'hui elle est devenue une référence dans toute la Méditerranée. Pourtant, le port de la Ciotat a bien failli ne plus jamais voir un bateau. Au lendemain de la guerre, c'est l'un des plus grands chantiers de France. 5000 ouvriers, un fleuron de la construction navale. C'est l'époque où à la Ciotat, on fabrique et on lance les bateaux presque à la chaîne. Mais les années passent et l'activité ralentit. Grignotée par la concurrence étrangère, les licenciements se succèdent et en 1988, le couperet tombe. Fermeture. La Ciotat sombre dans le chaos industriel avec un chômage record. Des promoteurs envisagent alors de construire une marina. Mais pendant 8 ans, 105 ouvriers vont lutter pour garder l'activité maritime. Un combat souvent violent, mais qui a payé. Les collectivités locales finissent par mettre la main à la poche et relancent le chantier avec les yachts. Ce combat, Alexis Vias le connaît bien. Son grand-père et son père faisaient partie des 105 ouvriers irréductibles. Depuis un an, il est en CDI à la maintenance du chantier. Sorti d'un bac pro et je suis rentré au chantier naval. Sans le combat de votre père et de votre grand-père... Je ne serais pas là aujourd'hui. C'est-à-dire En train de travailler, avoir un salaire, être bien à moi, quoi. Chaque jour je viens ici, j'ai la fierté de mon grand-père et de mon père. Aujourd'hui, le chantier compte une quarantaine d'entreprises et 600 emplois. Mais le succès retrouvé de la Ciotat est encore fragile. Chez ce charpentier, la rentabilité se gagne au quotidien. Pas facile de faire le poids face à la concurrence espagnole et ses salaires 40% moins élevés. Pas facile non plus de trouver la main-d'œuvre compétente. On a du mal à trouver, c'est malheureux à dire, mais c'est vrai, du personnel qualifié, on a du mal. C'est sûr et certain que quand on a un bon élément qui nous passe dans les pattes, comme on dit, on le garde. Pour attirer les talents et les bateaux, la Ciotat compte sur sa position géographique exceptionnelle, au cœur du terrain de jeu des plus grands yachts du monde, entre Marseille, la Corse et la Côte d'Azur. Dans l'actualité également, en bref, cette fois, la marche arrière du patronat sur la transition énergétique. Après avoir annoncé ce matin qu'il ne signerait pas le projet, le MEDEF accepte finalement de se rallier à la dernière minute. Projet qui compte 15 mesures pour engager la France vers une économie plus sobre en carbone, avec moins de nucléaire. Notre document à présent, qui nous emmène en Syrie. On parle souvent, vous le savez, de ces Français qui combattraient aux côtés des djihadistes dans le pays. Ils seraient plusieurs dizaines. Eh bien, en voici la preuve. Il s'agit de 2 frères qui ont pris les armes au nom d'Allah. Ils ont posté une vidéo sur Internet. Nous avons retrouvé leur famille. Manuel Valls sera avec nous pour en parler dans un instant. D'abord, ce document, signé Audrey Goutard, Olivier Combes. Une carte postale envoyée par ses 2 petits-fils, la dernière depuis leur départ de chez elle en mars dernier. Mamie, de teindre ainsi que quel beau pays, il y a là beaucoup de belles choses à découvrir. Pour elle, ils étaient en voyage en Thaïlande. En fait, c'était en Syrie, comme combattants de la guerre sainte. Sur cette vidéo postée le 12 juillet sur Internet, seul l'aîné Nicolas s'exprime. Je suis votre frère à Allah, Abou Abdelrahman. Je suis français, de père français et de mère française.
Le but de cette vidéo, c'est de vous inviter, les frères, à voir la réalité des choses et à vous inciter à quitter la France, Inch'Allah, à faire la hijra et à venir nous rejoindre ici en Syrie. Ils ont 30 et 23 ans, des demi-frères originaires de Toulouse que rien en apparence ne destinait à un tel parcours. À gauche, Nicolas l'aîné. Après une adolescence difficile, déscolarisation, arrestation pour consommation de cannabis, il dit avoir trouvé sa voie en se convertissant à l'islam. Sa tante a été témoin de sa radicalisation progressive. À un moment donné, il voyait qu'il rendait ses parents malheureux. Et il m'a dit, la nuit, je ne dormais pas, alors je regardais, je passais toutes les religions. Et c'est dans celle-là qu'il s'est reconnu. Et donc à partir de là, alors lui, après tous les matins, il allait à la mosquée à 5 heures. Il devient intransigeant aussi et veut convertir tout son entourage. Moi, je lui ai dit que je suis chrétienne et que je restais dans mon idée. Vous voulez vous convertir? Effectivement, il a essayé, même ma femme de ménage. Il y a 3 ans, Jean-Daniel, son demi-frère, vient à son tour s'installer chez leur grand-mère. Ensemble, ils fréquentent assidûment les salles de prière. C'est à ce moment qu'ils se radicalisent sous le regard impuissant de leur famille. En mars dernier, ils partent définitivement. C'est quelqu'un qui est venu les chercher en voiture, mais je ne sais pas qui, parce qu'ils sont restés dehors. Ils sont partis comme ça. Je sais quand ils sont partis, Jean-Daniel m'a dit « Mamie, ne pleure pas, on va revenir ». Pour ne pas être repérés, ils ont d'abord roulé en voiture jusqu'à Barcelone, puis ont pris un avion pour Casablanca. Le voyage s'est poursuivi jusqu'à Istanbul en Turquie, dernière étape avant leur passage en Syrie. Dans la vidéo postée sur Internet, ils font une demande au chef de l'État français. Ô François Hollande, convertis-toi à l'islam. Sauve ton âme du feu de l'enfer et désavoue-toi de tes alliés juifs et américains. Retire les troupes du Mali. Arrête de combattre les musulmans. Arrête de combattre l'islam. Nous avons contacté leur père, un chef d'entreprise installé en Guyane. Ce dernier est en contact avec ses fils. Une fois par semaine environ, il l'appelle d'Alep ou de Homs. Chaque fois qu'ils nous appellent, ils essaient de nous convaincre, de les rejoindre. Cette dérive peut aller jusqu'à l'acte terroriste ? Aujourd'hui, avec ce que je vois, il faut être lucide. Malheureusement, oui, je ne voudrais pas être le parent de monstre, mais aujourd'hui, je ne peux pas vous dire non. Ce père désespère de revoir un jour ses fils, car ces derniers le lui ont dit à plusieurs reprises. Ils veulent mourir là-bas, en martyrs. Bonsoir Manuel Valls et merci d'être avec nous. Premier élément, avez-vous des informations précises sur le nombre de Français qui, comme ceux qu'on vient de voir, combattent en Syrie? Combien sont-ils? 50, peut-être plus, sont encore sur place. 40 sont en transit. Et une trentaine seraient revenus et en tout cas sous la surveillance de nos services. Je rajoute qu'une poignée sont décédés, sont morts dans un certain nombre de combats sur place. Ce chiffre est peut-être plus élevé et il est d'ailleurs à rapprocher des 600 Européens qui sont dans la même situation, ce qui est évidemment très inquiétant. De quels moyens concrètement la France dispose-t-elle pour les surveiller? Comprenez ma question, que se passe-t-il quand ces djihadistes rentrent en France? Nous devons d'abord faire la preuve qu'ils combattent dans des groupes proches d'Al-Qaïda. Un certain nombre de ces groupes sont connus comme Jabhat el-Nosra et sur les listes des organisations terroristes que nous combattons. Et puis j'ai fait modifier la loi antiterroriste qui permet aux juges d'incriminer, c'est-à-dire de poursuivre ceux qui sont allés combattre dans des groupes terroristes en Syrie, puisque en Syrie, il y a une guerre et il y a un combat juste puisqu'on combat le régime de Bachar. Monsieur le ministre, pour parler clair, tous les combattants français actuellement en France seront poursuivis par la justice, c'est ce que vous dites? Pas tous, puisque certains y vont, oui, peut-être parce qu'au fond, ils ont envie d'une aventure, ce que, évidemment, nous ne conseillons pas. Et d'ailleurs, beaucoup de familles alertent les services de police sur, tout à coup, ces jeunes qui voudraient partir en Syrie. Mais beaucoup, oui, risquent de se retrouver dans des groupes terroristes et seront donc bien évidemment poursuivis.
Dernier élément, Manuel Valls, on sait que la France soutient la rébellion face au régime, vous l'avez dit. Il est question aussi de livraison d'armes. Laurent Fabius y est dit favorable. Question simple, comment considérez-vous ces combattants du djihad, comme des alliés de la France ou comme des ennemis de la France? Tous ceux qui combattent dans des groupes terroristes et qui peuvent demain se retourner contre nous, tous ceux qui combattent dans une situation particulièrement confuse aujourd'hui en Syrie, sont des ennemis, sont en tout cas des individus qu'il faut combattre. Et c'est le rôle des services de renseignement, c'est le rôle de la justice face à une telle menace potentielle pour notre pays comme pour l'Europe. Il faut être d'une très grande fermeté et il faut être impitoyable à l'égard du terrorisme. Ce sont des individus qui demain peuvent se retourner contre la France, contre nos citoyens. Oui, message entendu. Merci Manuel Valls d'avoir été avec nous. Merci à vous. Voilà, interview réalisée juste avant ce journal en duplex de Vilnius en Lituanie. Une image à l'étranger en Russie où la colère monte après l'arrestation de l'opposant Alexeï Navalny, farouche adversaire du président Poutine. Il a été condamné à 5 ans de prison pour détournement de fonds, mais certains observateurs parlent d'un dossier monté de toutes pièces. Un rassemblement s'est aussitôt, vous le voyez, organisé à Moscou. On part en Afrique du Sud à présent pour les 95 ans de Nelson Mandela. C'est aujourd'hui. Partout dans le pays, on fête l'anniversaire de l'ancien président. Concerts, grandes fêtes dans les rues. C'est le Mandela Day qui existe depuis 2009. Et les enfants aussi participent à cette grande journée. Écoutez-les. Bonsoir Gérard Griesbeck, vous êtes sur place. Le pays est en fête, on l'a vu, et on le voit également derrière vous. Et l'état de santé de l'ancien président semble s'améliorer doucement. Oui, c'est vrai, on nous dit que finalement ce soir, Nelson Mandela peut s'asseoir dans son lit, qu'il écoute la télévision, il regarde la télévision. Alors ce qui est vrai, c'est qu'il ne peut respirer que grâce à un appareil. Il a un tube dans sa bouche qui lui permet donc cette respiration. Donc on ne peut pas penser qu'il va quitter l'hôpital assez rapidement. Mais on est très surpris par une évolution plutôt positive. C'est ce que nous dit la famille. Alors c'est vrai qu'encore derrière moi, et toute la journée ici, on a dansé, on a chanté. On a d'autant plus dansé et chanté qu'on a vu comme un miracle le fait que Nelson Mandela puisse fêter ses 95 ans, alors qu'il y a 15 jours à peine, on pensait qu'il était sur la fin d'ici quelques minutes ou quelques heures. Merci Gérard, en direct d'Afrique du Sud donc. En France, on revient en France avec cette veillée de prière à Paris en mémoire de la jeune fille décédée hier dans un accident de car en Guyane. Elle avait 21 ans. Le bus transportait des jeunes qui se rendaient au JMJ à Rio. La messe se tient en ce moment en l'église Saint-Léon dans le 15e arrondissement. Les JMJ qui débuteront donc lundi au Brésil, c'est la grande fête des jeunes catholiques du monde entier. Plus d'1 million de personnes sont attendues en présence du pape François. L'Église qui au Brésil doit faire face à la concurrence des évangéliques. Ils sont protestants, mais eux prônent une pratique de la foi démonstrative. On chante, on crie, on danse. Ça peut même parfois aller jusqu'à des séances d'exorcisme. Regardez plutôt. Hey, vai ter esse capeta, liberta essa ajuda, pai. Eu vou matar! Olha só, o demônio tá aqui nela dizendo que vai matar. Ele é tão mentiroso que quando eu soprar ele vai embora, ó. Aí mata mesmo, fica em cima da outra. Levanta a mão na geladeira. Voilà pour cette séance particulière. Et regardez les chiffres, c'est impressionnant, car les Brésiliens se convertissent en masse. En 30 ans, le nombre de catholiques a ainsi chuté d'un tiers. Vous le voyez, de 9 sur 10, on est passé aujourd'hui à 6 sur 10. Et un prêtre tente d'inverser la tendance. En quelques années, il est devenu une sorte de rockstar de la religion. Il remplit les stades et il incarne le renouveau catholique du Brésil. Portrait signé Fanny Lothaire avec Nicolas Auer. São Paulo, au Brésil. Bienvenue dans le pays le plus catholique du monde. 130 millions de fidèles, mais une église en perte de vitesse face à la concurrence des évangéliques, dont les églises poussent comme des champignons. Alors ici, la résistance s'organise et elle commence à la tombée de la nuit dans ce bus. Regina Silva et ses amis sont en route pour assister à l'événement de la semaine, des fans d'une rockstar un peu particulière.
Il signifie tout pour moi, sa voix, sa parole, il joue tellement bien. Il est différent des autres prêtres. Son idole, c'est lui, le père Marcello Rossi. 44 ans, ancien professeur de sport, le nouvel espoir de l'Église catholique. Je vous bénis, vous, derrière vos écrans. Physique agréable et voix de crooner, les clips de ses chansons inondent la télé brésilienne. Ses messes géantes affichent complet. Le cinéma fait même appel à lui en guest star dans un rôle taillé sur mesure. Réjouis-toi, Marie, le Seigneur est avec toi. Qui êtes-vous? Je suis Gabriel, l'ange de Dieu. Chaque semaine, des milliers de Brésiliens des quartiers populaires se précipitent dans son sanctuaire, la plus grande église jamais construite sur le continent américain. Ce soir, il y aura entre 9 et 10 000 personnes. Et ce n'est qu'un jeudi soir. Miguel Esperanza est un des 300 bénévoles venus guider les fidèles dans ce dédale de 6 000 mètres carrés. Après 2 heures d'attente, enfin, le père Rossi commence sa messe. Ou plutôt, son concert. Tous avec moi. 1h30 de ferveur pour Regina, notre fan du bus. Dans la foule, certains sont en transe. Interdiction de l'approcher, le père refuse depuis peu les interviews aux télés étrangères. Il s'adresse à ses propres caméras qui retransmettent la messe en direct sur Internet. Son but, faire à tout prix concurrence aux évangéliques. Ne vous égarez pas vers d'autres églises. N'oubliez pas, dites-vous, je suis catholique et j'aime mon église. Issu d'un courant contemporain appelé le renouveau charismatique, le père n'hésite pas à piquer les recettes de ses concurrents. Bougie à la main, il promet par exemple de préserver les fidèles des maladies et de la pauvreté, comme un pasteur évangélique. Il a touché mon CV, ça a marché. Grâce à lui, j'ai eu du travail. Pour financer ces messes gigantesques, le père Rossi a besoin de beaucoup d'argent. Et pour cela, pas la peine d'aller bien loin, il en trouve juste à l'entrée. Achetez le livre du père Rossi, le tout nouveau livre. Là aussi, il imite la méthode évangélique. Comme chez ses concurrents, ses produits dérivés font fureur. Son livre, ses disques se sont déjà vendus à plus de 7 millions d'exemplaires. Celui-là, c'est le nouveau CD, il coûte 7 €. Grâce à Dieu, ça se vend bien. C'est grâce à tout ça en partie qu'on a construit le sanctuaire. Le père Marcello Rossi rencontrera sans doute le pape lors de cette journée mondiale de la jeunesse. Et il aurait sans doute quelques conseils à lui donner, puisqu'en une dizaine d'années, la rockstar de renouveau charismatique a réussi à ramener presque 3 millions de brebis égarées vers la religion catholique. À suivre dans un instant, peut-être la première canicule de l'été. Des grosses chaleurs sont en tout cas attendues la semaine prochaine, alors qu'en Grande-Bretagne, nous le verrons, on bat des records. Vers de nouvelles limitations de vitesse, un rapport préconise de les abaisser d'au moins 10 km/h pour renforcer la sécurité. Quelles conséquences? On verra ça tout à l'heure. Et puis l'amour toujours, on compte aujourd'hui un divorce pour 2 mariages, mais les belles et longues histoires de couple, ça existe. Illustration en fin de journal. Mais d'abord, notre retour sur info et direction les Pyrénées, un mois après les intempéries. Souvenez-vous de ces images. Routes coupées, maisons emportées. Les inondations avaient fait des dégâts immenses. Alors un mois après, où en est-on? La reconstruction a démarré et la solidarité est toujours là. Reportage à Barèges, Hélène Vergne, David Bress. Il a accepté une nouvelle fois de revenir sur les lieux. À la place de l'hôtel du Tourmalet, vieux de presque 400 ans, on découvre aujourd'hui un tas de gravats et le vide. Le voici quelques jours après les inondations, un édifice en équilibre, condamné car prêt à basculer dans le gave qui a rongé ses fondations. Robert Messon confie avoir été sonné un moment, mais se dit prêt à repartir. J'ai pas trop le choix en tout cas. J'ai 2 enfants, j'attends le 3e. Ça fait 10 ans que je suis installé ici à Barèges. Et la raison d'être ici, ce n'était pas le bâtiment, c'était l'endroit. Cette rage de rebondir anime aujourd'hui tout le village de Barèges. Jour après jour, les engins de chantier redessinent une route emportée par la violence des eaux. Sur ces images, on distingue un pan de montagne effondré, la chaussée totalement détruite.
Ce jour-là, un des amis de Laurent Crampe a bien failli être emporté par le torrent. Ça fait un mois précisément aujourd'hui. Oui, tout à fait. Mais très vite, le conseiller municipal reprend le dessus. La saison d'été, elle est pratiquement morte, quoi, en fait. Mais il faut sauver la saison d'hiver, c'est tout. Pourtant, malgré une route fermée par intermittence, quelques vacanciers ont tenu à rejoindre Barèges, un tourisme qui se veut solidaire. C'est sûr que pour eux, il y a un manque à gagner certain et c'est bien qu'il y ait un peu de monde qui vienne les soutenir. Les quelques clients qui passent les renseigner, leur donner de l'espoir pour l'avenir et puis pour nous, ça nous donne aussi de l'espoir pour l'avenir. Ce soir, le village de Barèges organise une fête pour dire que la vie, même ralentie, n'a finalement jamais cessé. Et après un printemps très pluvieux, c'est la canicule qui nous guette. Une vague de grosse chaleur est attendue la semaine prochaine. Les températures vont grimper la nuit notamment. Bonsoir Anaïs Baïdemir, on vous retrouve sous le soleil du Trocadéro avec la tour Eiffel derrière vous. Que disent les prévisions précisément ? Alors Julien, jusqu'à samedi, on va garder à peu près le même type de temps avec déjà des températures très élevées. À partir de dimanche, de l'air chaud va arriver dans le sud-ouest jusqu'à 36 degrés qui va concerner toute la moitié nord également lundi. La nuit, les températures ne descendront pas en dessous des 23 degrés dans le sud. Et pour la journée de mardi, on attend jusqu'à 38 degrés. Ces températures caniculaires vont baisser à partir de jeudi avec l'arrivée des orages par l'ouest. Et on le rappelle Anaïs, il y a des règles à respecter pour affronter ces grosses chaleurs. Effectivement, alors cet épisode risque d'être pénible, surtout après les 15 jours de chaleur que l'on vient de vivre. Surtout se rafraîchir, boire fréquemment 2 litres d'eau par jour, éviter de sortir entre midi et 16h et surtout ne pas hésiter à aider et à se faire aider pour éviter les conséquences que l'on connaît de la canicule en 2003. Merci Anaïs pour ces informations. Et puis en Grande-Bretagne, les températures battent déjà des records. Nous en parlions hier, mais l'alerte a été étendue à plusieurs régions. Il fait souvent plus de 30 degrés et il y aurait des premières victimes. Le Times parle d'un bilan de plus de 500 morts, mais ces chiffres n'ont pour l'instant pas pu être confirmés. Le débat sur les limitations de vitesse à présent, un nouveau rapport remis aujourd'hui préconise de les baisser. On parle de 10 à 20 km/h en moins pour renforcer la sécurité. Nous verrons d'ailleurs dans un instant avec vous, Jean-Paul Chapelle, qu'en 40 ans, le nombre de tués sur les routes a considérablement chuté. Mais d'abord, la mesure du jour, quelle efficacité concrète? Réponse avec Karine Comazzi et David Fossard. L'automobiliste a beau y être fréquemment invité, quand il s'agit de réduire la vitesse de 10 km/h, ça ne le fait pas rêver, ni en ville. On a l'impression de se traîner. Quand il n'y a personne comme ça, vous imaginez à 30 à l'heure? Excusez-moi. Au revoir. Ni sur l'autoroute. Sur l'autoroute, oui, c'est un petit souci parce que là, ça ralentit vraiment le trajet, ça allonge vraiment les distances, donc c'est un peu plus compliqué. Et pourtant, monsieur, 10 km/h, ça change beaucoup de choses. Démonstration avec un trajet Paris-Nice, 940 km à 120 au lieu de 130. Ça change quoi pour le carburant? Si je conduis de Paris à Nice à 130 km/h, ma consommation d'essence va être de 75 litres, soit 8 litres au 100. En réduisant ma vitesse de seulement 10 km/h, je vais consommer 68 litres, soit 7 litres d'eau au 100 et faire une économie de 10,80 €. Et en matière de pollution, un Paris-Nice à 120 km/h au lieu de 130, c'est 28 kg de CO2 en moins et 14,5 g de particules fines en moins. Un avantage écologique considérable selon ce responsable de l'Agence de l'environnement. On va gagner, pour toutes les catégories de véhicules, voitures particulières mais aussi autobus et camions, on va gagner 1,3 million de tonnes de carburant, ce qui correspond à la consommation annuelle de près de 2 millions de voitures particulières, donc c'est important. Une distance de freinage réduite de 10 mètres, un gain pour la sécurité et aussi pour l'entretien du véhicule. On va avoir une diminution de l'usure au niveau des pièces techniques, c'est-à-dire tout ce qui va être freinage, avec les disques et plaquettes, les amortisseurs et ainsi que les pneumatiques. On va un peu moins vite. Seul inconvénient, l'encrassage du pot d'échappement quand on abaisse la vitesse en ville. Et puis l'allongement du temps de parcours, 36 minutes en plus sur notre Paris-Nice. Mais pas la peine de s'impatienter. Au bout de l'autoroute, la plage vous attend. Et on va donc un peu plus loin avec vous, Jean-Paul Chapelle, bonsoir. Je le disais, en 40 ans, les chiffres sont impressionnants. On est passé de 18 000 tués sur les routes à moins de 3 700 aujourd'hui. Et il y a plusieurs dates clés pour expliquer cela. Oui, des dates clés, il y en a plusieurs. Première date importante, juillet 1973, la ceinture de sécurité devient obligatoire. Regardez, c'est spectaculaire. Le nombre de morts diminue d'un coup.
1978, la loi sur les contrôles d'alcoolémie. 1980, la vitesse est limitée à 50 km/h en agglomération. Là encore, beaucoup moins de morts. 1992, le permis à points. Mais il n'y a pas que le volet répressif de la loi, il y a aussi des innovations côté constructeur automobile. Dans les années 80, les véhicules sont équipés de plus en plus d'un airbag. Et dans les années 90, c'est le système de frein ABS qui réduit le nombre d'accidents mortels. Merci Jean-Paul. Croyez-vous aux histoires d'amour qui durent? Le nombre de divorces ne prête pas à l'optimisme, mais la passion pour toujours, oui, c'est possible. Et non, les histoires d'amour ne finissent pas mal en général, comme disait les Rita Mitsuko. Alors, quelles sont les recettes pour un couple heureux et épanoui tout au long de la vie? C'est notre dossier ce soir, il est signé Lorraine Gublin avec Mathieu Nivenglowski. Là, c'est l'alliance. Jean-Pierre et Claudine Dubray se sont mariés il y a 47 ans. À les regarder feuilleter leurs albums photos, on se dit qu'il y a encore beaucoup d'amour entre eux. Bah, tu t'es marié avec un beau mec, hein, quand même. C'est toujours un beau mec. Oh, mais il est pas mal, hein. La clé d'un mariage heureux pour eux, c'était de fonder une famille. Ils ont eu 2 enfants, 6 petits-enfants. Moi, j'avais dit que je voulais une équipe de football. Oui, tu m'avais dit ça quand on était fiancés. Il faut vouloir construire sa vie ensemble. Il faut avoir une ligne et dire, bon, ben voilà, je veux aller jusqu'au bout. Mais bon, ce qui est primordial, c'est de beaucoup s'aimer au départ. Un amour qui les a aidés à tenir face aux épreuves de la vie. Il y a 17 ans, Claudine est tombée malade. C'est arrivé à une période où j'avais un peu d'état d'âme. Et je me suis aperçue qu'il m'aimait encore tellement que c'était très bien. Parfois, cette mère de famille a eu besoin d'être rassurée. Jamais, elle n'a regretté d'avoir connu qu'un seul homme. Quand vous êtes heureuse ensemble, sexuellement, qu'est-ce que vous voulez aller chercher? On se dit que de toute façon, on n'aura pas mieux. Depuis leur mariage, la société a bien changé. Libération sexuelle, indépendance des femmes, le couple n'est plus le même. Un mariage sur 2 se solde par un divorce. Pourtant, certains continuent de rêver à un amour qui dure toujours. Comme Kevin Charpeau et Aurélie Prudent, 2 jeunes amoureux qui s'aiment déjà depuis pas mal d'années. Ça va faire 9 ans bientôt, en septembre. Ils se sont rencontrés sur les bancs de l'école. Aurélie, elle est là, avec sa petite robe noire. Et Kevin, il a le plus joli pull et il est là. Et sont amoureux depuis qu'ils ont 16 ans. Ils ont grandi ensemble et à la fin de l'été, ils se diront oui pour la vie. Avant leur mariage, ils n'auront connu que l'un avec l'autre. Ça marche bien, on va pas dire on arrête tout parce qu'il faut arrêter et que les conventions sont comme ça et qu'il faut rencontrer plein de personnes, il faudrait faire comme ça. Ben non, ça marche. Pour l'instant, on évolue dans la même direction, on espère que ça va continuer. Donc on tente le coup. Pour ce philosophe, s'aimer toute une vie, c'est encore possible, à une condition. C'est l'idée que l'autre garde sa liberté. Alors après, tous les arrangements, tous les agencements sont possibles pour que l'autre garde sa liberté. Il y en a qui ne vivent pas ensemble, il y en a qui sont tout le temps dans des voyages, dans des métiers qui les occupent mentalement. Voilà, donc c'est un mélange, l'amour réussi, de liberté préservée en l'autre, et puis effectivement de dialogue. Il faut communiquer, il faut qu'on échange. Pour Kevin et Aurélie, tout reste à faire. Claudine et Jean-Pierre, eux, se remarieront dans 3 ans pour fêter ce demi-siècle passé ensemble. Voilà, et l'amour nous amène la musique avec l'un des plus célèbres festivals de jazz en France, à Jouan-les-Pins, où les amateurs avaient rendez-vous avec une voix exceptionnelle hier soir, celle de Mélodie Gardot. La chanteuse américaine a littéralement envoûté un public conquis. Olivier Théron avec Frédéric Pilar. La Pinette de Jouan-les-Pins retient son souffle pour entendre cette voix. Mélodie Gardot, une musique comme une respiration, une mélodie du bonheur. C'est une voix qui me réconforte, ça me transperce tout le corps, je sais pas, c'est comme du yoga, c'est comme... c'est merveilleux. Allez. Depuis 3 ans, Mélodie Gardot voyage, parcourt le monde et les styles. Elle a fait sienne la Saudade
de Césaria Évora. C'est ce qu'on fait, nous, les artistes. On explore. C'est comme si on regardait le monde avec une longue vue. On cherche les petits morceaux qui nous plaisent et on les partage ensuite avec le monde entier.